Bienvenue dans Infectiopod, la série de podcasts du CEMIT, le collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales. Dans cette première saison, le CEMIT vous propose de vous aider, internes, praticiens, quelle que soit votre spécialité, à mieux appréhender le bon usage des antibiotiques. Épisode 6, pneumonie. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui le professeur Emmanuel Faure qui va nous parler des pneumonies aiguës communautaires pour un podcast réalisé par Catherine Chirouz, François Dagnon, Lienbing Luong et moi-même je suis Anne Conrad. Emmanuel, on va profiter des nouvelles recommandations pour refaire un point sur les messages clés qui vont changer la prise en charge des pneumonies aiguës communautaires en 2025. Effectivement, autant la sémiologie, les présentations cliniques et les micro-organismes n'ont pas changé, y compris pour la résistance des micro-organismes. Néanmoins, de nouveaux outils diagnostiques sont disponibles dans certains cas et les durées de traitement ont été diminuées. Donc, imaginons que tu reçois un patient de 60 ans au cabinet, il fume mais n'a pas d'antécédent particulier, il tousse, il crache, il a de la fièvre et à l'auscultation on entend quelques crépitants. Il n'a aucun critère d'hospitalisation, que ce soit de par son terrain ou sa présentation clinique. As-tu besoin d'examens complémentaires ? Le seul examen dont on aura besoin ici pour confirmer le diagnostic, c'est une radiographie du thorax. On va confirmer la présence d'un foyer radiologique. Si celle-ci est normale, par contre, il faudra reconsidérer le diagnostic ou s'interroger sur d'autres hypothèses et aussi faire la part des choses avec la cinétique d'apparition. Alors l'autre question, c'est est-ce que je dose quelque chose dans le sang ? Je ne dose pas la CRP, ça contribue en rien au diagnostic de la pneumonie, ça permet pas de distinguer une cause virale ou bactérienne et c'est pas non plus un facteur pronostic. Et y a-t-il besoin de documenter ou de faire des prélèvements à visée microbiologique ? Alors, quand on reste dans ce cas-là, c'est-à-dire la pneumonie aiguë communautaire, ambulatoire, non sévère, il n'y a pas de terrain particulier, il n'y a aucun prélèvement microbiologique à faire, il faut trouver une très faible performance, le traitement il va être probabiliste et on va couvrir les micro-organismes les plus fréquents. Et imaginons que tu reçoives aux urgences ce patient qui présente une pneumonie aiguë communautaire, dont on pense qu'il va être hospitalisé parce qu'il a des comorbidités ou parce qu'il a une pneumonie hypoxémiante. Est-ce que ça change quelque chose ? Alors, en ce qui concerne les examens complémentaires, la radiothorax sera toujours nécessaire, on l'a dit, c'est le seul examen. Néanmoins, si c'est disponible désormais, on peut se permettre de réaliser des échographies thoraciques ou pleuropulmonaires, mais ça c'est vraiment pour ceux qui en auraient l'expertise, sur des patients qui auraient des lourds antécédents respiratoires, pour lesquels la radiographie sera difficilement interprétable pour plein de raisons, on va dire le sujet très emphysémateux, le sujet avec une bronchite chronique, avec une PID, il y a désormais parfaitement la place dès la première intention dans ces cas-là pour un scanner low dose, donc il n'y a pas d'injection, et ça permettra de confirmer le diagnostic. Et même question, chez ce même patient, est-ce qu'il y a besoin d'une documentation microbiologique ? Alors, celui-ci qui va être hospitalisé, on peut réaliser un ECBC en hospitalisation, mais ça vaut le coup dans certains cas. Alors naturellement, la première condition, c'est que le patient soit à même de cracher. Les secondes, c'est que le patient arrive, et là il y aura des critères, il est capable de cracher et il est en échec d'une première antibiothérapie adaptée, que ce soit en termes de spectre ou de posologie, ou alors il a un terrain respiratoire qui fait qu'il est colonisé, et là ici on parle surtout du SARM et de Pseudomonas, parce que ça va changer l'antibiothérapie probabiliste qu'on va initier derrière, ou alors c'est un patient qui a subi de nombreuses antibiothérapies sur les 3 derniers mois, et ça aussi ça peut modifier sa flore et donc l'antibiothérapie probabiliste. Et alors les antigénuries, tu les fais quand ? Alors les antigénuries, déjà l'antigénurie pneumocoque, en dehors de la gravité, c'est-à-dire vraiment en réanimation, il n'y a aucun intérêt. Pour la légionnelle, on va y penser peu importe la gravité, lorsque la présentation est vraiment évocatrice, alors quand on dit ça on n'a rien dit, mais c'est l'association à des signes extra-respiratoires, indigestifs, la diarrhée aiguë, des signes neurologiques, la confusion, ou une pneumonie rapidement progressive qui est en échec de bêta-lactamine, ça clairement il va falloir y penser. Alors l'autre côté, c'est s'il y a eu des examens biologiques réalisés, une cytolyse hépatique, l'hyponatrémie, l'insuffisance rénale aiguë, si quelqu'un fait des CPK à la rhabdomyolyse, il faut savoir penser éventuellement à l'antigénurelle et les réinterroger sur les expositions. Alors attention, l'antigénurie, elle est très efficace, mais elle détecte que les légionnelles pneumophilia de type 1, pas les types 2 et pas les non typables. Fort heureusement, les types 1 en France, ça représente plus de 90% des cas. Et quel traitement tu vas prescrire ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, il y a des choses qui ont changé. Alors, l'amoxicilline a toujours sa place en première intention. Par contre, l'association amoxicilline-aciclave, elle est en première intention dès qu'on présente une comorbidité ou en situation post-virale, typiquement la pneumonie post-grippale. Chez le sujet allergique, c'est la pristinamycine qui est positionnée en première intention. Pour les atypiques, et peu importe la gravité, les macrolides font aussi bien que les quinolones, donc les macrolides doivent apparaître très rapidement.
La bithérapie, ce n'est que en réanimation, que en probabiliste et avant des escalades, et c'est pour ça que sont positionnés la plupart de la documentation à ce niveau. Les fluoroquinolones, elles n'ont plus du tout leur place en première intention, sauf en cas d'allergie grave aux bêta-lactamines, ce qui reste très exceptionnel. Et alors les corticoïdes, tu en mets ou pas ? Alors ça, c'est vraiment la grande nouveauté. La médecine étant cyclique, c'est le retour de la corticothérapie. Alors la corticothérapie systémique, elle utilise l'hydrocortisone ici, elle est indiquée dans les pneumonies graves, c'est-à-dire les pneumonies hospitalisées en réanimation. Il y a des exceptions pour lesquelles, même si le patient est en réanimation avec une pneumonie communautaire, on ne va pas mettre de corticoïdes. C'est ici la pneumonie postgrippale ou la pneumonie d'inhalation et enfin les pneumonies chez les grands immunodéprimés. En dehors de l'AREA, pour le cas général du patient hospitalisé, ce n'est pas encore tranché et les études sont en cours à l'heure actuelle. Et alors désormais, on traite combien de temps une pneumonie aiguë communautaire ? Alors la pneumonie aiguë communautaire, le tarif de base maintenant, c'est 5 jours. On peut monter à 7 jours dans certains cas, mais la tendance, on l'a vu, c'est le raccourcissement des durées et sur des critères bien définis qui s'appellent critères de stabilité, qui sont purement des critères cliniques, on peut réduire à 3 jours. Y a-t-il des modalités particulières pour le suivi ? Aucun examen complémentaire particulier, c'est un suivi clinique qui est conseillé à 72 heures. Petite chose quand même parce que ça concerne quasiment 20% de la population. Et bien chez le patient qui est tabagique, la pneumonie peut être le mode de révélation malheureusement d'un facteur local, imaginons d'un cancer, et doit faire proposer une imagerie à distance. Et chez le grand immunodéprimé, par exemple un transplanté d'organes solides ou un patient qui a une hémopathie, qu'est-ce que ça change ? Alors ça change pas mal de choses parce qu'ici, il peut faire comme tout le monde, mais surtout il peut faire des micro-organismes opportunistes et les micro-organismes incriminés sont extrêmement variés à ce moment-là et ils sont difficiles à mettre en évidence et particulièrement en ville avec des présentations cliniques qui sont bâtardes, atténuées. Ça en fait un diagnostic qui est beaucoup plus compliqué, parfois juste une fièvre nue et ça nécessite des examens complémentaires, parfois en urgence, qui sont pas accessibles en ville et surtout pas remboursés en ville comme les panels syndromiques. Et donc la radiographie en plus de ça dans ses formes atténuées elle est quasiment inutile parce que bien souvent normale et le scanner thoracique là doit être positionné en première intention. Alors pour résumer, pour la pneumonie aiguë communautaire en 2025, pour tout le monde, le diagnostic repose sur une imagerie. Le traitement c'est 5 jours le tarif de base. Les fluoroquinolones n'ont pas de place en première intention et on sera vigilant aux immunodéprimés qui relèvent d'une prise en charge spécifique. Et pour le moment, il n'y a que nos collègues réanimateurs qui doivent prescrire de l'hydrocortisone. Merci Emmanuel. Merci Yann. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Infectiopod.